Lors du Moyen-Âge, s'étendant du 5e au 15e siècle après Jésus-Christ, on constate de nombreux échanges et affrontements dans l'espace méditerranéen entre trois civilisations majeures. La chrétienté latine, l'Empire byzantin et enfin la civilisation musulmane. Bonjour à tous, c'est Overstory, et aujourd'hui nous parlerons de ces trois civilisations qui ont marqué la période du Moyen-Âge sur de nombreux aspects que nous allons découvrir ensemble. Je vous souhaite un très bon visionnage. Tout d'abord, on va commencer par expliquer le contexte de ces trois civilisations. En 476, l'Empire romain s'effondre, comme vous l'aviez appris au chapitre 1. Par conséquent, l'Empire est divisé entre l'Ouest, qui est désormais contrôlé par des royaumes barbares, ayant vaincu l'Empire romain, et à l'Est par l'Empire byzantin, avec la capitale de Constantinople. Cette civilisation vient de Byzance, cité grecque où Constantin fonda la nouvelle capitale. Globalement, on sait que le chef de l'Empire byzantin est le patriarche, que la langue officielle est le grec et qu'ils sont orthodoxes, séparés des chrétiens de l'ancien Empire romain. Ensuite, la civilisation de l'Occident chrétien marque, comme dit précédemment, les États issus de la chute de l'Empire romain d'Occident. Au XIIe siècle, ceux qui s'ouvrent sur le monde méditerranéen sont essentiellement le Royaume de France, le Saint-Empire romain germanique, les États italiens, dont le Royaume de Naples et les États de l'Église dirigés par le pape. Contrairement à l'Empire byzantin, ici on retrouve plusieurs royaumes et non une seule civilisation comme l'Empire byzantin par exemple. Petit rappel, le Saint-Empire romain germanique, c'est l'ancêtre de l'Allemagne. A partir de l'an 1000, l'Occident est marqué par la féodalité. Le roi est à la tête d'une pyramide sociale fondée sur des rapports de fidélité garantis par l'obtention d'un fief, donné par le seigneur à son vassal. La société s'organise autour de l'idée d'une tripartition entre trois ordres. Tout d'abord le clergé, la noblesse, et enfin le tiers-état, que nous reverrons plus tard lors de la Révolution française, car c'était le système qui était maintenu jusque-là, finalement, où le tiers-état était bien plus nombreux, mais possédait donc moins de pouvoir que la noblesse et le clergé. Et enfin, troisième civilisation, l'islam, apparu en 622, caractérisé par la concentration des pouvoirs politiques et religieux entre les mains du calife, successeur du prophète de l'islam, Mohammed, chef religieux, politique et militaire. Au sein de ces espaces demeurent d'importantes minorités juives et chrétiennes qui sont à la fois protégées et discriminées à travers le statut du Jean du Livre. Plusieurs dynasties se succèdent à la tête de l'Empire. Tout d'abord les Omeyyades puis les Abbassides, avant qu'ils n'éclatent en plusieurs États et ne soient envahis par les Turcs à partir du XIIe siècle. Voilà, j'espère que le topo est clair. Maintenant nous allons réaliser une petite étude de cas à Palerme, en Sicile, une île au sud de l'Italie. Tout d'abord, la ville de Palerme a d'abord été byzantine au 6e siècle, ensuite musulmane en 827, et enfin au 11e siècle latine. Ainsi, les traces de chaque civilisation sont présentes dans une seule et même ville, mélangeant plein de cultures différentes. Voici une carte de la ville, comme vous pouvez le voir, et donc on constate un mélange finalement, regardez. Tout d'abord, on voit un quartier normand, un quartier juif, un quartier orthodoxe, etc., etc. On peut alors penser que des conflits religieux entre les trois peuples de la ville vont avoir lieu, mais avec le couronnement du roi Roger II, un syncrétisme religieux va se mettre en place. Petite définition, le syncrétisme est un système qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines religieuses différentes. En gros, la tolérance. Roger II va être le seul roi de son temps à développer la tolérance religieuse et à développer les trois cultures sans discriminer une plus que les autres. Je vais alors vous montrer les traces de chaque civilisation qu'on peut observer à la ville de Palerme. Tout d'abord, le plafond de cèdre et les étoiles à 8 pointes sont d'inspiration arabe. Les mosaïques d'or sont byzantines et le plan à 3 nefs, latin. La calligraphie arabe se mêle aux inscriptions en grec et en latin. Sur celle-ci, le roi est vêtu à la mode arabe et portraituré comme un calife. Ou encore sur celle-là, couronné par le Christ, le roi a une posture et une parure byzantine, en grec rogérois et Jésus-Christ. En conclusion, on remarque que le syncrétisme religieux est omniprésent dans la ville de Palerme, où chaque population, peu importe leur religion et leurs croyances, peuvent vivre ensemble dans une ville qui perdure de siècle en siècle. On va alors réaliser une étude de cas sur la deuxième croisade. En 1146, alors que le royaume de Jérusalem est menacé d'être pris par la puissance musulmane, Bernard de Clairvaux apporte un soutien décisif au sujet d'une deuxième croisade. Il est proche de l'ordre des Templiers, possédant une sacrée puissance militaire, et il est renommé dans toute l'Europe. Bernard de Clairvaux est très impliqué auprès du pape Eugène III et réussit à convaincre le roi de France de partir en croisade. Il sera finalement nommé chef de cette croisade. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu, et lors de la deuxième croisade de 1147 à 1149, les armées latines se font décimer par les armées musulmanes. Bernard de Clairvaux dénoncera un manque de combativité, les divisions entre les chefs de croisade ont abouti à un manque d'efficacité, donc à des défaites militaires comme à Damas. On en conclut donc que des puissances militaires se battent également pour avoir le dessus sur une autre civilisation au niveau militaire, et religieux principalement. Mais on doit aussi parler des divisions intérieures dans chaque bloc. Plusieurs conflits caractérisent l'espace médiéval de cette Méditerranée. Certaines sont internes et à d'autres civilisations. Ainsi, au sein de l'islam par exemple, un clivage religieux et politique intervient dès 658 concernant la succession du prophète comme calife. Après plusieurs combats, un schisme intervient entre les partisans d'Ali, beau-fils du cousin du prophète, et ceux des Omeyyades, camarades d'armes de Mahomet. Les premiers s'appellent chiites et les derniers sunnites. Si les califes omeyyades puis abbassides sont sunnites, on voit apparaître ensuite certains états dirigés par les chiites comme l'Égypte ou la dynastie fatimide qui est au pouvoir de 969
à 1171. On peut aussi parler de la chrétienté d'Orient, quant à elle, qui est déchirée de 726 à 843 par la crise iconoclaste. Une partie des orthodoxes considère en effet que le culte des images n'est pas fondé, alors que pour l'autre l'image est acceptée, non comme une idole, mais comme une icône, simple reflet de la réalité spirituelle qu'elle représente. L'affaire devient politique et conduit à une situation de guerre civile. La crise s'achève finalement par la victoire des partisans des icônes. En Occident, à partir du XIIe siècle, l'Église est confrontée à des hérésies, c'est-à-dire des croyances différentes des siennes, comme celle des Cathares dans le sud de la France. Finalement, avec ces exemples, ça vous donne une idée de comment les civilisations venaient à cohabiter autour de la mer Méditerranée. D'abord des partages culturels et religieux montrant des civilisations qui prospèrent, mais à contrario des puissances qui se battent pour avoir le dessus sur une autre civilisation, au niveau militaire et religieux principalement. En théorie, musulmans et chrétiens se tiennent à distance, mais dans la pratique, le commerce est un bon moyen de dépasser les divergences et les tensions. Les marchés musulmans peuvent vendre de la nourriture, de la soie, des animaux, des esclaves, des armes, du bois et encore bien d'autres biens. Les villes italiennes vont profiter grandement de l'ouverture de la Méditerranée aux autres civilisations. Venise est un bel exemple du centre de négoce connecté aux trois civilisations qui a fait fortune. Parfois, la concurrence est tellement forte que des guerres éclatent comme à Gênes et Venise au XIIIe siècle. L'essor du commerce entraîne aussi de grandes nouveautés comme la hausse des migrations humaines, voyageurs, pèlerins, diplomates, les constructions navales intenses, l'invention de la nef par exemple, la modernisation du système économique, lettres d'échange, prêts, assurances, etc., des guerres monétaires, finalement remportées par la monnaie latine au détriment de la monnaie byzantine et musulmane, et cependant des affrontements ont tout de même lieu, il faut citer. Bah oui, en effet, les flottes arabes, byzantines et latines s'affrontent pour le commerce, mais pas seulement. La piraterie ou encore les sièges de villes côtières sont très fréquents. Les contrôles de certaines les font devenir un enjeu stratégique. C'est ainsi que les ponts vont être amplement fortifiés. On souligne aussi des tensions religieuses avec la notion de guerre sainte exacerbant les tensions avec le djihad qui justifie l'extension territoriale de l'islam, la reconquista avec les chrétiens qui repoussent les musulmans dans la péninsule ibérique, donc l'Espagne, et enfin le développement des croisades comme on l'a vu dans un exemple précédemment. Et enfin des tensions commerciales car le commerce entre musulmans et chrétiens relève des points épineux. En effet, ils utilisent des monnaies avec des symboles religieux d'une autre religion, et vendent des armes qui serviront à l'ennemi en situation de guerre, ce qui est un petit peu contradictoire dans l'histoire. Finalement, les trois grandes civilisations du Moyen-Âge connaissaient aussi bien les guerres meurtrières que le commerce fructueux. La Méditerranée est un espace d'échange mais également de conflits, souvent religieux, dont les traces sont encore là aujourd'hui, partout autour de nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous aurons finalement fini le programme de secondes en histoire, pas en géo. En géo, je sais pas si je vais faire des vidéos tout de suite dessus. Si vous le voulez, n'hésitez pas du tout à m'écrire des commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous voulez des chapitres sur l'EMC aussi, c'est possible. Maintenant, nous allons passer au programme de première, tout d'abord dans le tronc commun, et si je peux aussi des chapitres d'HGGSP, donc l'aspect histoire, l'aspect histoire géopolitique, pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à regarder les autres vidéos de secondes, car en effet, on est au chapitre 2, il reste encore pas mal de sujets que j'ai abordés sur cette chaîne, alors je vous invite grandement à aller les voir pour les prochains chapitres, histoire de vous mettre au clair sur des notions autres finalement que vous verrez plus tard dans l'année. Voilà, c'était Overstory, et je tenais à vous dire à bientôt pour de nouvelles histoires.